Nous parlons souvent de la crise, c'est même quelque chose dont on parle toute la journée, comme une menace, comme une atmosphère. Et il est important de voir que la crise, celle qu'on évoque, la crise économique, de mon point de vue, n'est pas vraiment le centre de ce qu'on peut appeler vraiment la crise qui aujourd'hui subit l'Occident. La vraie crise, c'est une crise de culture, est une crise de civilisation, est une crise anthropologique. N'est pas une crise simplement de l'économie, des modes de production. On pourrait même dire que la crise économique est un effet de surface périphérique, ou bien le mode dans lequel la plupart des gens vivent une crise qui est beaucoup plus importante. Cette crise, l'autre, la beaucoup plus importante de celle qui est une crise anthropologique, elle regarde vraiment la base matérielle même, objective de notre culture. Par base objective matérielle, je veux dire que souvent quand on pense à la crise, on se dit une crise implique un changement des modes de pensée, il faut voir le monde d'une autre façon. C'est comme si quelqu'un disait il faut changer la cartographie, par exemple, parce qu'on navigue avec des cartes périmées. Or, la vérité, c'est ce qu'on essaiera de montrer un tout petit peu pour comprendre aussi là-dedans comment agir. La vérité est que la crise que nous vivons est une crise non pas de la cartographie, c'est-à-dire de la modélisation, mais vraiment une crise qui regarde un changement du territoire même, c'est-à-dire le monde dans sa matérialité, dans son objectivité, l'homme, les hommes, les paysages, l'environnement a changé, est arrivé à un point dans lequel effectivement ces changements fait une rupture avec le monde d'avant. Dans les projets de solidarité coopérative ou autres, l'avenir donc n'est pas simplement quelque chose d'abstrait dans lequel on doit penser pour penser à l'avenir, on doit faire un effort de conscience. Dans tout dispositif organique, la transmission est fondamentale pour garder les vivants. C'est-à-dire que pour un organisme comme la COP, effectivement, l'idée c'est que penser ou s'organiser en tenant compte de l'avenir est un besoin aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il va s'adresser à un autre modèle d'être humain que le modèle néolibéral. Si le modèle néolibéral est le modèle donc de cet individu qui dit après moi les déluges, la COP ne s'adresse pas à ces modèles-là. Il s'adresse à un autre modèle qui doit être conçu comme un modèle plus complexe, le modèle organique dans lequel effectivement on essaye de satisfaire des besoins beaucoup plus subtils, beaucoup plus complexes, qui sont autour de la question des liens. L'espèce humaine, elle est aujourd'hui absolument capturée, mais radicalement capturée dans l'immédiateté. Tout est immédiat, tout est immédiat. Et vous imaginez une espèce qui normalement prenait un temps pour communiquer entre les différents membres de l'espèce, entre les différents groupes de l'espèce, il y avait un temps pour communiquer. Cette espèce-là, depuis très très peu de temps, depuis 20 ans, 15 ans, est une espèce qui, la nôtre bien sûr, qui est en communication permanente. Tous les membres de l'espèce aujourd'hui vivants sont en communication permanente. Cette communication permanente crée un monde de l'immédiateté permanente. Ce monde de l'immédiateté permanente est le monde de la marchandise néolibérale, et le monde de la marchandise poubelle, et le monde de la bouffe poubelle, de l'agriculture poubelle, de l'urbanisme poubelle. Donc ce monde-là de l'immédiat est le monde d'un piège. Souvent, on tombe dans le piège de dire regardez, les entreprises néolibérales sont très efficaces, ils obtiennent des bénéfices, mais l'idée d'efficacité immédiate n'a rien à voir avec l'idée de légitimité d'une action. Légitimité pas morale, légitimité, comme je disais tout à l'heure, légitimité structurale, ontologique, anthropologique profonde, n'est-ce pas? Donc,
que le néolibéralisme puisse développer des pratiques très très efficaces, des ventes, d'achats, d'enrichissement, n'est la preuve de rien d'autre que de la voie sans issue et suicidaire dans laquelle elle se met. C'est pourquoi effectivement il faut faire très attention de ne pas avoir le même maître d'évaluation, la même grille d'évaluation pour évaluer quelque chose qui vise au développement organique de la société à quelque chose qui vise une efficacité immédiate et qui est suicidaire. Toute alternative coopérative doit absolument se protéger par rapport à l'immédiateté, parce que cette immédiateté, qui effectivement aujourd'hui brille comme ça, est la base de la autodestruction. Bien, il est vrai que les dernières 2 décennies au moins, nous vivons dans un monde qu'on appelle de façon bizarre monde globalisé, monde unique, monde sans frontières, bon, tous ces slogans un peu publicitaires du néolibéralisme qui nous font croire, et pour cause, qu'il y a un seul modèle de société, un seul modèle d'homme, un seul modèle d'économie. Ces modèles-là, qui apparaît comme une sorte de modèle comme ça, presque naturalisé, c'est-à-dire c'est la nature même qui s'exprime comme ça, hein, on ne peut pas le nier, c'est le modèle de l'homme, comme je disais tout à l'heure, le modèle de l'homme sans lien. Hein. Ce qui existe, ce sont des hommes, tous séparés les uns des autres, y compris séparés de nos enfants, de nos parents, etc., et de l'environnement. Ce modèle d'homme sans lien, qui apparaît comme une sorte de constatation, une évidence de l'immédiat, a à voir effectivement avec ces mondes-là qui, par des changements techniques, technico-scientifiques, créent une réalité d'un immédiat permanent qui masque le passé, l'avenir et la complexité de la réalité actuelle. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, les points principaux qu'on peut évoquer de la crise, de la rupture, est que la fin de la modernité, celle qu'on appelle la postmodernité, est la fin de cette époque dans laquelle l'homme, en devenant son propre messie, s'était fait à lui-même la promesse d'un monde parfait, d'un monde de justice, etc., etc. Cette promesse-là, bien entendu, pas seulement elle n'a pas tenu, mais elle s'est transformée en très peu de temps dans son contraire, la menace. C'est pourquoi l'état général, l'atmosphère générale de cette crise, elle est une atmosphère de peur. Dans cette atmosphère-là de crainte, d'obscurité, de difficultés à se repérer, eh bien, là-dedans, effectivement, nous vivons un des effets principaux de la crise, peut-être celui qui est le plus délétère, qui est la rupture de tout lien. Du lien social, c'est-à-dire les liens entre les personnes, entre les groupes, les liens intrafamiliales, les liens avec l'environnement, mais aussi, et peut-être surtout, les liens entre les générations. C'est-à-dire que l'individualisme régnant, l'individualisme comme ça d'une société sérialisée avec des individus séparés entre eux, cette société-là est une société dans laquelle la seule chose qui compte, c'est les individus qui vivent aujourd'hui. Le néolibéralisme a compris très très bien, et ça ne le dérange absolument pas, que l'homme n'est pas un animal rationnel. C'est-à-dire que l'homme était aussi rationnel, mais que les moteurs qui faisaient bouger l'homme étaient surtout des moteurs désirants, irrationnels, pulsionnels. Donc le néolibéralisme a compris ça et ça lui a donné une très grande longueur d'avance par rapport à la pensée progressiste de gauche coopérative qui a gardé au cœur du dispositif le modèle d'un homme qui pouvait devenir absolument rationnel, tout à fait rationnel. Donc de ce point de vue-là, nous devons essayer d'analyser la crise comme ces moments dans lesquels, d'une part, il y a les changements objectifs et concrets de notre monde, et d'autre part, il y a le retard déjà à comprendre une complexité qui quand même est là depuis un certain temps, par rapport à laquelle
nous avons vraiment des difficultés à comprendre comment agir là-dedans et si ne serait-ce que la solidarité, la fraternité, la responsabilité envers les autres, etc., n'est pas simplement quelque chose de tout à fait imaginaire. Bon, d'un point de vue un peu général, je veux dire, pas seulement en Italie, en France, en Argentine, au Brésil, dans les pays que je connais un tout petit peu, nous voyons quand même que parallèlement à la destruction qu'implique la crise économique actuelle, la crise générale actuelle, nous voyons qu'effectivement, les lieux dans lesquels existent des expériences coopératives, de type coopératif, dans ces lieux-là, les coopératives et l'entourage, parce que la coopérative, contrairement à l'entreprise néolibérale, ne signifie jamais un point de vente ou un point de production isolé. C'est toujours un lieu avec un entourage. Alors nous voyons dans les pays ou dans les régions, dans les provinces où il y a des expériences coopératives que surnagent, malgré la crise, le lieu où les tissus sociaux autour d'une expérience coopérative existent. Donc ceci effectivement c'est un tout petit peu dans la recherche, toujours on se dit, quand il y a une épidémie, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, pour chercher les vaccins, on se dit, mais malgré l'épidémie, qui a survécu? Et alors on cherche celui qui a survécu pour savoir pourquoi il a survécu. C'est absolument une partie du boulot que nous devons faire, une partie du travail que nous devons faire. Nous devons essayer de comprendre pourquoi, dans ces panoramas de désolation assez générales, assez globales justement, pourquoi est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles du tissu social, du lien social existe et surnage malgré la crise. Et je crois que ceci est dû à la différence structurelle de la coopérative par rapport aux autres modes de production ou de distribution. L'économie, comme seul maître à bord pour orienter la distribution et la production, s'avère être une dimension trop fragile, trop unique pour résister à la crise. Dans l'expérience coopérative, de façon souvent irréfléchie de la part des gens qui font cette expérience-là, qui dirigent cette expérience-là, parfois réfléchie, mais souvent pas assez réfléchie dans tous les cas, il existe un rapport entre la culture, la société, un rapport dans lequel la culture n'est pas dominée par la seule exigence économiciste. Donc on pourrait dire que dans l'expérience coopérative, encore, l'économie est colonisée par la culture. Le problème et notre défi est que ces trucs-là qui apparaissent comme folkloriques, comme sympathiques, comme en plus, on puisse les modéliser et les comprendre comme les points de force de la COP. Parce que si nous ne les comprenons pas comme point force de la COP, on risque par exemple, par la contamination néolibérale financière, de les écraser. C'est-à-dire que si le mouvement coopératif a des comportements de solidarité, a des comportements de mettre en cause les profits par rapport à un mode de consommation plus responsable, etc. Bon, je sais pas, tout ce qui peut être les comportements COP est considéré comme sympathique et folklorique ou historique, eh bien, dans la contamination néolibérale, c'est les premières choses qui vont sauter pour survivre. Ces points-là sont les points de défi fondamental. Dans notre recherche de toute une année avec la Scuola Coop, avec l'équipe laboratoire social à la Scuola Coop, nous sommes arrivés à comprendre qu'il existe effectivement des fonctionnements complexes, subtils, non immédiatement représentables et non évaluables quantitativement. On est arrivé à comprendre ça et à comprendre que tous ces mécanismes organiques de la COP existaient. C'est vrai, et ça fait sa force et sa différence. Soit on croit vraiment que l'homme est cet individu sérialisé de surface qui veut consommer pour son plaisir, soit on se dit pas du tout, chez l'homme, même en souffrance, même de façon écrasée, existe
ces liens-là comme quelque chose d'organique, de fondamental, d'ontologique. Et nous avons tout à fait intérêt à nous adresser à ce modèle-là d'homme beaucoup plus complexe, qui consomme autrement, qui a un rapport différent avec l'environnement, avec sa vie, avec la transmission, parce que c'est en s'adressant à cet homme-là, et non pas en voulant rivaliser avec les entreprises néolibérales, c'est en s'adressant à cet homme-là beaucoup plus complexe, l'homme des liens, que les projets coopératifs qu'aujourd'hui apparaissent comme des projets de losers, des petits projets, des projets gentils, eh bien ces projets-là seront les seuls qui pourront traverser les désastres consuméristes de la société actuelle. Abbiamo avuto la tendenza come cooperative, soprattutto negli anni precedenti, a cercare di seguire un po' la strada delle grandi imprese, del grande marketing, dei format. Siamo sicuri che questa sia una strada che le cooperative possono percorrere? Siamo sicuri che i disegni organizzativi che abbiamo costruito nel tempo siano i migliori per fare cooperazione? La relazione tra i gruppi dirigenti e il resto del mondo è la migliore possibile per fare cooperazione? I contenuti e i metodi della formazione, della selezione e più in generale della direzione del personale facilitano la cooperazione? Siamo sicuri che quando si parla di economia e di cooperazione si intenda tutti la stessa cosa? Non sarà il caso di ritrovare un linguaggio comune? Qual è il confine tra formazione, apprendimento e formattazione? Siamo sicuri che le organizzazioni cooperative del passato fossero meno evolute di quelle attuali? Dipendenti, unità di costo, collaboratori, risorse umane da una parte, dirigenti dall'altra. Siamo sicuri di usare le parole migliori per far crescere le nostre organizzazioni? Può fare di meglio la cooperazione. Non è venuto il momento di rielaborare una diagnosi e un pensiero cooperativo nostro?